ciel des figures, voyez, les anciens voyaient dans le ciel des figures imaginaires comme Ursa Major, qui est la grande ours en latin, Cygnus, le cygne en latin, Andromeda, Andromède, la princesse enchaînée, et Persée, le héros. Chaque figure correspondait à une figure d'étoile. La vérité, c'est que pour la plupart des gens aujourd'hui, Andromède ne ressemble pas beaucoup à une princesse enchaînée, ni d'ailleurs à quoi que ce soit d'autre. Voir la figure 1, 2. Je vous montre à quoi du coup ressemble Andromède. Voilà. Aujourd'hui, le ciel est partagé en 88 constellations qui contiennent toutes les étoiles que vous pouvez observer. L'Union astronomique internationale qui est seule habilitée à définir et nommer les objets célestes, à arrêter les limites des constellations. Je m'arrête sur cette phrase parce que on entend bien que l'Union astronomique internationale qui est seule habilitée à définir et nommer les objets célestes, c'est-à-dire que parce qu'on en entend beaucoup parler, peut-être que vous n'étiez pas au courant, mais sur internet ou quoi, il y a des sites officiels où on peut acheter une étoile. Je pense qu'il y en a qui le savent, qui sont au courant. Eh bien c'est faux. Après ça peut être mignon, mais en réalité c'est pas l'argent il est pas donné pour une cause ou quoi que ce soit, donc c'est un peu dommage parce que tout ça c'est faux et il y en a qui croient vraiment qu'il y a des étoiles dans la galaxie qui a son nom ou autre, alors que c'est totalement faux. Donc juste faites gaffe et ne dépensez pas votre argent pour rien. C'est une petite parenthèse, mais ça coûte super cher en plus, et donc n'investissez pas là-dedans, ça ne sert à rien. Voilà. Arrêtez les limites de constellation de telle sorte que les astronomes puissent se mettre d'accord sur la position d'une étoile dans telle ou telle constellation. Auparavant, les cartes du ciel qui avaient été tracées au fil des siècles par différents astronomes ne concordaient souvent pas. Lorsque vous lisez que la nébuleuse de la Tarentule se trouve dans la Tauride, voir chapitre 12, vous savez que pour voir cette nébuleuse, vous devez la chercher dans la constellation australe, c'est-à-dire de l'hémisphère sud de la Tauride. La plus grande constellation est celle de l'hydre femelle, hydra en latin, ou serpent aquatique. La plus petite est celle de la croix du sud, crux en latin. Bien qu'il existe un consensus général sur les noms des constellations, il n'y en a pas sur ce que chacun de ces noms signifie. Par exemple, certains astronautes appellent la Tauride le poisson épais, mais quant à moi, j'aimerais mieux sabrer ce nom. La constellation du serpent, serpens en latin, est scindée en deux parties qui ne sont pas liées. Ces deux parties qui sont situées de part et d'autre, du serpentaire Ophiuchus en latin, c'est-à-dire le porteur de serpent, s'appelle la tête du serpent, serpens caput en latin, et la queue du serpent, serpens coda. Les étoiles individuelles qui forment une constellation n'ont souvent aucune relation les unes avec les autres, sauf leur proximité apparente dans le ciel observé depuis la Terre. Dans l'espace, les étoiles d'une constellation peuvent ainsi n'avoir aucun lien physique entre elles et être situées à des distances de la Terre très différentes, mais elles forment une figure simple que l'on peut admirer sur Terre. La règle en vigueur pour les noms des étoiles est la suivante. L'astronome allemand Bayer attribua en 1603 aux étoiles brillantes de chaque constellation une lettre minuscule de l'alphabet grec dans chaque tombée. Donc je suis désolée s'il y a un changement de plan là. Désolée. Alors j'en étais. Dans chaque constellation, l'étoile la plus brillante est
était censée être désignée par alpha, la première lettre de l'alphabet grec. La deuxième étoile plus brillante était appelée bêta, la seconde lettre de l'alphabet. C'est ça, grec. Et ainsi de suite jusqu'à oméga, la 24e et dernière lettre. Il s'agit des lettres minuscules et pas des majuscules. Et on les écrit A, B. Enfin, je vais vous montrer comment on écrit. Je pense que vous savez quand même. C'est où? Là, ici. Je pense que vous le voyez, j'espère. Petit. Dans la mythologie, de la mythologie à la science, après le Moyen-Âge, les explications scientifiques des objets de l'espace commencèrent à remplacer les mythes. Au lieu de continuer à croire à d'anciens mythes, comme par exemple le mythe égyptien, selon lequel le soleil et la lune sont transportés dans le ciel sur le dos de la déesse Nut, les astronomes se rendirent compte que la Terre tournait, qu'elle orbitait autour du soleil et que la lune orbitait autour de la Terre. Isaac Newton formula la théorie de la gravitation et les gens commencèrent à comprendre ce qui fait que les objets restent en orbite et pourquoi les planètes éloignées du soleil parcourent leurs orbites à des vitesses plus lentes que celles qui sont plus proches. Depuis, les hommes ont construit les spectrographes et d'autres instruments et ils les ont montés sur des télescopes. Ces appareils indiquent aux astronomes comment sont les étoiles, quelles substances y sont présentes, à quelle vitesse elles se déplacent vers la Terre ou s'éloignent ou s'en éloignent, et d'autres informations physiques de base. Si elles possèdent des champs magnétiques, nous pouvons les mesurer à une certaine distance et nous pouvons estimer la force du champ gravitationnel à la surface d'une étoile, la densité de son gaz et d'autres choses encore. Le mot gaz se rapporte ici à la matière dans un certain état physique gazeux, par opposition à liquide et pas à un gaz particulier. Sur une étoile, le fer est un gaz, c'est-à-dire qu'il est à l'état gazeux. L'information physique la plus difficile à obtenir, c'est la distance des étoiles et celle d'autres objets au-delà des planètes de notre système solaire. Certaines étoiles ont l'air brillantes, mais en fait, c'est juste parce qu'elles se trouvent être proches de nous. Proche signifie ici à une distance de 4 années-lumière ou davantage, mais pas une centaine d'années-lumière. Pour une définition de l'année-lumière, qui est une unité de distance, lisez la section. Ne confondez pas année et année-lumière plus loin dans ce chapitre. D'autres étoiles ont un éclat si faible qu'il faut un puissant télescope d'observation pour les discerner. Et pourtant elles sont proches. Bon d'accord, disons qu'elles ne sont éloignées que d'une dizaine d'années-lumière ou deux. Donc Sirius, qui est l'étoile la plus brillante du ciel nocturne et se trouve dans la constellation du Grand Chien, Canis Major en latin, s'appelle Alpha Canis Majoris. Les astronomes, toujours amateurs de latin, ajoutent le suffixe du génitif au nom de la constellation. Le tableau 1 présente les lettres minuscules de l'alphabet grec dans l'ordre avec les noms des lettres et les symboles correspondants. Donc là en fait, il y a l'alphabet grec qui est ici. Voilà, il y a tout l'alphabet. Si vous observez vraiment les constellations aujourd'hui, vous allez remarquer que sur une carte du ciel, on rencontre de nombreuses exceptions à la règle de l'ordre d'éclat des étoiles selon l'alphabet grec. Ces exceptions existent parce que les lettres ont été affectées en se fondant sur des observations à l'œil nu de l'éclat qui n'étaient pas très précises. Avec les années, les limites des constellations ont été modifiées par les astronomes qui dressèrent les atlas d'étoiles. Des atlas d'étoiles et certaines étoiles furent ainsi déplacées dans une nouvelle constellation après que les étoiles de cette constellation eurent déjà reçu une lettre. De nombreuses petites constellations australes de l'hémisphère sud ont été dessinées bien après la période grecque et la règle n'a pas toujours été suivie. L'éclat de certaines étoiles a changé au
désolée, je vois rien du tout. C'est pas si vous avez bien vu. Bref, voilà, c'est plein de constellations en fait. Où il y a marqué le nom, l'abréviation, la signification, l'étoile et la magnitude. Donc l'étoile qui brille, en fait plus c'est petit je crois, il y a écrit après, je n'ai pas envie de dire des bêtises, mais plus la magnitude est petite et plus l'étoile brille. Les astronomes n'avaient pas en réserve de noms spéciaux comme Sirius pour chaque étoile du Canis Major, et ils les ont donc nommés par des lettres de l'alphabet grec ou avec d'autres symboles. En fait, dans certaines constellations, aucune étoile n'a reçu de nom particulier. Ne vous laissez pas rouler par les pubs, voilà, c'est ce que je vous ai dit avant, qui vous propose contre paiement de donner un nom à une étoile. L'Union astronomique internationale ne reconnaît pas les noms d'étoiles achetées. Dans d'autres constellations, les lettres grecques furent d'abord toutes attribuées, mais il y avait plus de 24 étoiles facilement observables et donc pas suffisamment de lettres dans l'alphabet grec. Mais il y avait plus de 24 étoiles facilement observables et donc pas suffisamment de lettres dans l'alphabet grec pour les nommer toutes. Les astronomes ont donc attribué des lettres et des nombres de l'alphabet romain à de nombreuses étoiles. En voici quelques exemples. 236 signé Beta Vulpes,